Alors, bonjour à tous et surtout bienvenue et merci beaucoup pour votre attention. Et donc, je vais vous présenter le mouvement d'abstraction lyrique et aussi, par la même occasion, la manière dont mon travail s'inscrit dans ce mouvement, alors de près ou de loin, ou plutôt d'ailleurs influencer, l'abstraction lyrique a influencé mon travail, mais je voudrais vous présenter ce mouvement. Et pour commencer, je voudrais que vous me disiez, si vous le souhaitez, en regardant cette peinture, ce qu'elle évoque pour vous. Si vous avez envie de le partager, je vous laisse regarder. Les réponses sont... Une danse. Une danse, Oui, très bien. Il y a du mouvement. Du mouvement. Rien, c'est aussi une réponse. Ah si, moi ça me fait penser aux plumes du Pan. Aux plumes du Pan, très bien. Ou des personnages même qui vont partir ensemble. Oui, une histoire. On imagine tous, quand on regarde quelque chose, que ce soit un tableau ou autre chose, un peu quelque chose qui est en lien avec une histoire personnelle, qui est en lien avec l'humeur de la journée, un petit peu, avec son état d'esprit. Et donc l'abstraction lyrique, c'est en fait un mouvement où on va pouvoir laisser l'émotion plutôt pure, comme le dit le titre, dans tous ses états, pure, l'émotion s'exprimer sur une toile, et l'artiste, lui, quand il crée, va être dans cet état d'esprit, d'un certain état d'esprit, il va être libre, c'est le mot libre qui est très important dans l'abstraction lyrique. Et je vais donc vous expliquer, à travers cette courte présentation, les origines de l'abstraction lyrique, les caractéristiques principales de l'abstraction lyrique, et on verra aussi comment elle influence ou elle a influencé au-delà du mouvement qui, pour vous le situer déjà rapidement en préambule, c'est un mouvement de la deuxième moitié du XXe siècle, qui a eu son émergence dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est un des mouvements principaux d'ailleurs de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors pour commencer, dans l'abstraction lyrique, il y a un mot qui est abstraction. Donc je vais vous présenter aussi rapidement comment est né cette abstraction, enfin ce mouvement d'abstraction. Alors les origines. Alors il y a plusieurs, alors là j'ai choisi ce tableau, il y a plusieurs origines, donc ce tableau que je pense certains d'entre nous vont reconnaître, donc qui est un tableau de Paul Sérusier, et qui s'appelle Le Talisman. Et en fait ce tableau, je l'aime beaucoup déjà, bon, mais l'intéressant dans ce tableau, c'est, vous allez peut-être tout de suite voir, c'est que les couleurs ne sont pas fidèles à la réalité. Est-ce que vous voyez déjà ce que représente ce tableau, à votre avis? Ça m'a l'air de représenter. Oui. Alors là, on peut distinguer sur Oui. le fond rouge une rangée d'arbres. Oui. Et on dirait qu'il y a Très une bien. rivière qui coule. Très bien, donc on pourrait dire que c'est un paysage. Et je ne sais pas si vous le savez, ce tableau s'appelait Paysage au bois d'amour au départ. Et donc il a été vraiment un des premiers tableaux où on s'est affranchi de représenter la réalité. Et Paul Sérusier était sous la houlette de Paul Gauguin. Au moment où il a créé ce tableau, on peut reconnaître d'ailleurs un peu des couleurs de Gauguin. Et il s'appelle Le Talisman parce qu'il est le tableau emblématique d'un mouvement que Catherine va nous citer, si tu veux bien, le mouvement de... Ah non, moi je parle pas, hein, moi, non. Ah non, tu veux pas? Non, Tu veux pas nous dire que c'est le mouvement des nabis? Bon, d'accord, alors... Alors, les nabis, c'est les préférés, alors évidemment, Voilà. allez me chercher. Voilà, je t'ai trouvé. Tu vas pas le trouver tout le temps. Ah, je t'ai trouvé là, super. Bon. Donc effectivement, le mouvement des nabis, qui est un mouvement dont un des artistes, je dirais, les plus connus, c'est Maurice Denis, il y a aussi Odilon Redon, beaucoup d'autres, et qui est un mouvement qui a duré une bonne dizaine d'années, et justement où on commençait à s'affranchir du fait que la couleur était soumise à la forme, ça on reverra tout à l'heure. Donc dans les peintures anciennes, c'est la forme qui détermine la couleur, c'est représentatif, et on met de la couleur, tandis que là, c'est vraiment la forme qui dessine ce paysage, voilà. Donc c'est un art non figuratif, et voilà, donc ça date, ce tableau de cette période-là, donc c'est vraiment
un tableau, comment dire, assez emblématique, puisque le talisman a été son nom, renommé en talisman. Alors la chronologie de l'abstraction, on vient de le voir, donc l'émergence du mouvement artistique, j'ai mis 1910, mais ça peut être bien avant. En fait, même si on réfléchit bien, un tableau que vous connaissez peut-être de Manet qui s'appelle l'Olympia, qui est un tableau qui est vraiment aussi, lui, une rupture avec l'art, je dirais, classique, parce que jusque-là, on avait ce qui s'appelle dans les tableaux, c'était des modelés, en fait. Les modelés, c'est ce que vous avez dans tous les tableaux, la matière qu'il y a, par exemple la peau qui est représentée avec certaines nuances, mais aussi certains empattements, donc ça s'appelle le modelé, et tout ça fait que c'est très très figuratif, on va bien reconnaître une personne, on va bien reconnaître une maison avec son torché, bon. Et à partir de ce moment-là, de ce tableau de l'Olympia, on avait, qui date bien avant 1910, là, je suis revenu en arrière, on avait plus, ça s'appelait plutôt des aplats, et des aplats modulés, qui étaient justement des choses qui étaient vraiment moins précises et moins soumises à la forme, toujours. Donc, l'émergence du mouvement artistique, début du XXe siècle, et c'est 1910, ou même un peu avant, il y a eu l'émergence d'un nouvel art, au sens large, qui est un art qui n'est pas la peinture, vous allez sûrement le citer. Qu'est-ce qui marque le début du XXe siècle en termes Nouveau. Hein? L'art nouveau, l'art déco. Oui, alors en art, oui, l'art déco, l'art déco, c'est exactement ce dont je vais parler après, mais surtout quelque chose qui justifie le fait qu'on soit passé à l'abstraction. Une technique que vous utilisez tous les jours, hein, avec vos smartphones ou sans vos smartphones. La photographie. La photographie. Alors, avec l'avènement, on est dans le livre de Daguerre, hein, avec l'avènement de la photographie, l'intérêt de représenter des choses de manière figurative est devenu un peu moindre. Hein. Donc, à ce moment-là, c'est là que l'abstraction a commencé à se développer. Et au départ, l'abstraction, c'était plutôt une abstraction de type géométrique, c'est-à-dire qu'on brisait les règles de la figuration, mais on restait, alors l'art déco, c'est exactement ce que je voulais dire aussi, le Bauhaus aussi, qui est un mouvement en Allemagne où les choses étaient bien cadrées et l'abstraction devenait, on avait presque un effet de balancier, on passait du super figuratif à des choses construites un peu avec des formes qui étaient vraiment très très loin de la réalité. Donc c'était vraiment un effet complètement balancier. En 1940, justement, à partir des années 40 et encore plus après la guerre, on s'est affranchi de cette abstraction géométrique, de ce constructivisme géométrique, et on a complètement lâché ça, et on est devenu dans un espace de liberté, qu'est l'abstraction lyrique, et on le verra avec d'autres règles, mais qui ne sont plus vraiment dans le même domaine. Et donc un geste vraiment complètement libéré, des émotions à exprimer, et notamment après la guerre, une réaction à l'enfermement, donc vraiment ce besoin d'exprimer des choses en toute liberté, et ensuite on verra l'influence sur l'art contemporain, donc les artistes ont l'air de... Alors, les pionniers de l'abstraction, pour continuer, le premier tableau, est-ce que quelqu'un l'a déjà vu quelque part, ou est-ce qu'il évoque quelque chose? Alors ce tableau s'appelle Carré blanc sur fond blanc. Alors je pense que ça se voit là, si vous vous approchez, vous voyez qu'il n'est pas totalement blanc, contrairement au tableau blanc de la pièce s'appelle Art. Donc il n'est pas complètement blanc, mais on a quand même un tableau, un fond blanc et un carré. Alors, ce tableau a été peint par Malevich, comme je disais, c'était là un peu radical, là. On était passé de... Alors, Malevich, en fait, c'est un peintre qui avait parti d'un mouvement qui s'appelait le suprématisme, déjà avec un nom comme ça. Il était un petit peu seul avec lui-même, en fait, dans ce mouvement, pour ne rien vous cacher. Il y en a peut-être un autre, là, qui courait derrière, ça s'appelle Lissitzky. Mais là, vraiment, c'était... Lui, il voulait montrer que le tableau doit être détaché de toute réalité. Alors, comme je disais, c'était vraiment un effet de balancier, et que c'était vraiment, voilà, le tableau pour le tableau, sans réalité. Alors, ensuite, on a eu Mondrian, alors que vous avez sûrement déjà vu. Donc toujours dans cet aspect de carré. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de construction, qu'il n'y avait pas d'émotion, mais l'émotion était un peu froide quand même, on va dire. Hein. L'émotion un peu froide. Et ensuite, on a eu Kupka. Alors Kupka, lui, une partie de son travail, donc on voit encore les lignes, donc un peu de géométrie, un petit peu de choses. Mais ça commence à s'évader
la couleur commence à s'évader. Alors en ce qui concerne Kupka, je vais vous montrer un tableau, alors que là, c'est pour faire un lien que j'ai créé, alors que je n'avais jamais vu ce tableau, je ne sais pas si vous n'avez pas des photocopieuses quand même. Et on peut voir aussi, alors c'est là on voit un petit peu comment ça se rapproche, voir un peu aussi comment ces lignes, alors moi c'est encore, je pense, celui-ci là en le revoyant, et voilà, les coloris correspondent, donc j'ai trouvé intéressant de le montrer. Et là, il y a encore moins de rectiligne, l'aspect rectiligne, il est encore plus dans la libération. Donc voilà un peu l'idée, donc l'abstrait de 2 étapes. Donc là, les pionniers et enfin Kandinsky. Alors là, je vais faire une page de publicité parce que c'est encore le moment. Il y a une exposition en ce moment à la Philharmonie, que vous avez peut-être vue. Je suis inscrite. Voilà. Et alors qui est vraiment extraordinaire. Alors, Kandinsky, en fait, au début, c'était l'abstraction lyrique au début était moins présente parce que lui il a enseigné donc au Bauhaus, il était d'origine russe, donc il était un peu vraiment aussi dans tout ce qui est un peu strict mais après c'est à la fin de sa vie, c'est à la fin de l'exposition et chronologique, on voit qu'il y a vraiment une libération. Et pour ceux qui ont vu l'exposition, Catherine, tu l'as vu? Je ne sais pas si tu as remarqué dans le dernier tableau. Ça m'a fait. On a une forme qui évoque Matisse même, donc comme quoi il y a toujours des ponts entre tout le monde. Tu sais, le tout dernier, il y a une petite forme en rouge que j'ai vu qui. Donc là, vraiment que l'exposition est passionnante, et on voit comment justement ça nous indique la naissance de l'abstraction lyrique. Alors, dès le début, Kandinsky adorait la musique, il était en lien avec Schoenberg, avec je ne sais pas si vous le connaissez, même Moussorgsky, qui a écrit les tableaux d'une exposition, et c'est Kandinsky qui a mis en scène cette exposition. Donc voilà, donc ça c'est les pionniers de l'abstraction. Donc on va tout doucement vers notre sujet, l'abstraction lyrique. Alors, donc, l'émergence, on vient de le voir, donc c'est assez rapide, vers 1947, donc après la guerre, en réaction à l'enfermement, un renouveau radical après rupture. Donc là, il y avait un renouveau, là la rupture, elle est vraiment au sein de l'abstraction sur cette libération. C'est de la même façon que je disais, l'abstraction avait été une rupture par rapport au figuratif. Là, on a une autre rupture par rapport au fait d'être dans des formes et d'être dans des formes géométriques. C'est un rejet vraiment des règles de l'abstraction géométrique. Alors l'origine du terme, pour la petite histoire, c'est Georges Mathieu, qui est un peintre, un des pionniers de l'abstraction lyrique, on en reparlera ensuite, et Jean-José Marchand, qui est un critique d'art. Voilà. Donc là, on a vraiment l'introduction de l'abstraction, et maintenant, on va voir les techniques et les caractéristiques de l'abstraction lyrique. Donc on a une spontanéité. Alors ce que je disais tout à l'heure, cette spontanéité est aussi le résultat d'un travail préalable sur le plan technique, sur le plan intellectuel, sur le plan même spirituel, qui autorise, j'aime ce slogan qui est un slogan d'une des associations dont je fais partie, de la connaissance naît la liberté. Voilà. C'est-à-dire que quand on a vraiment dans un sujet, quand on a beaucoup de profondeur, après ça se transparaît. Voilà. Picasso disait aussi toute une vie dans un trait de pinceau. Enfin, c'est peut-être un peu l'idée ici. On a des matériaux, des supports et des formes et des couleurs fluides comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, on a la spontanéité du processus. C'est le premier point que je voudrais expliciter. Donc, il n'y a pas de dessin préparatoire, ça c'est vrai dans le domaine. Les formes naissent de l'instant. C'est une démarche intuitive, donc l'intuitif prend quand même le pas sur l'intellect à l'instant T de la création, je veux dire. Un art qui reflète l'intimité, et le processus est aussi important que l'œuvre qui émerge. Bon, alors toujours mon petit quiz. Est-ce que quelqu'un a reconnu le peintre, l'auteur de cette œuvre? Jackson Pollock. Dire que je l'ai vu. Oui. Je crois que je l'ai vu aux États-Unis. C'est vrai, il est exposé Oui, celui-là. je pense même que j'ai dans mon téléphone. Ah bah tu montreras. Ah oui, donc voilà. C'est un petit frère en tout cas, j'ai vu. Oui, bah, il est aussi dans les fondations. Comment ça s'appelle la fondation
Guggenheim, mais il y en a de temps en temps, on en a vu quelques-uns. Donc, Jackson Pollock, lui, ça s'appelle le dripping, c'est un spécialiste. C'est un petit peu ce que, quand on jette, il mettait des gouttes et il peignait un plat, et dans un état aussi un peu, on peut dire de transe, enfin dans un état vraiment, je dirais, du niveau énergétique vraiment assez important. Alors, ensuite, matériaux et supports. Alors, oui, ça se distingue la façon lyrique par une grande diversité de matériaux et de supports. Alors, les matériaux, on peut, voilà, la peinture épaisse, projetée, grassée, de l'huile, de l'acrylique, des techniques mixtes, ça veut dire un mélange du pastel sec, du pastel gras. On peut même mettre de l'aquarelle, on peut faire en aquarelle, la façon lyrique en aquarelle, hein, pour répondre à ce que tu me disiez. Donc voilà, un contraste de matière aussi, et donc des outils non traditionnels. Alors ça peut être le pinceau, ça c'est plus traditionnel, ça va être les doigts. Donc, par exemple celui-ci, ben, je vais justement là, il y a un petit peu affaibli là, que je vous présente là-dessus, qui, voilà, hop, celui-ci j'ai peint avec les doigts. Donc voilà, on peut obtenir en peignant avec les doigts des contrastes de couleurs, de matière, de valeur, on voit que c'est plus clair ici. Donc voilà, et sont plutôt des grands formats. Alors on verra plus tard, le format est souvent grand. À votre avis, pourquoi est-ce que le format, c'est intéressant que le format soit grand en impression numérique? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi un grand format, ce qu'on Ça tire les contraintes. Voilà, de gestuel, c'est ça que tu veux dire? Plus d'ampleur. Plus d'ampleur. Alors ça, c'est du côté, tout à fait, du côté du créateur, de celui qui crée, et du côté du regardeur, qu'est-ce qui peut faire qu'on a intérêt à... On a... Ne soit On garde peut plus se projeter dedans. on peut plus rentrer dedans, il y a plus de richesse. Donc en général, les œuvres d'abstraction lyrique sont grandes. Donc le support, en général, c'est de la toile, mais ça peut être du papier aussi, des grands papiers. Ça peut être vraiment beaucoup de choses différentes. Et donc les outils, j'ai dit couteau, pinceau, ça peut être frotté avec une éponge, gratté, enfin il y a vraiment tout cet univers qui peut être voilà, utilisé. Donc là, alors forme et couleur, donc là, je vous propose aussi pour vous montrer donc les formes s'entremêlent, là en fait. Là on n'a plus vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est la couleur qui détermine la forme. Elles se superposent, elles s'entremêlent, et ce sont souvent des couleurs, comment dire, pleines d'énergie. C'est-à-dire plutôt des couleurs qui sont des couleurs primaires ou secondaires. Je vous rappelle ce que c'est qu'une couleur primaire, secondaire. Les trois couleurs primaires, rouge, jaune, bleu. Secondaire, c'est un mélange des trois, vert, orange, violet. Et ensuite, nous avons les tertiaires qui sont les ocres, c'est-à-dire les couleurs un peu qui tirent vers le brun. Et on voit dans celui-là, ça tourne autour du bleu, du violet, du orange, du vert. Donc, en général, hein, c'est une généralité, les couleurs sont vraiment très vives et elles expriment l'énergie, l'explosion, la joie. Donc voilà, ce sont les harmonies qui créent des émotions. Et donc, la couleur est vraiment très importante dans les œuvres d'abstraction lyrique. Alors, maintenant, voyons l'abstraction lyrique en Europe. Georges Mathieu, donc j'en parlais tout à l'heure, vraiment un des pionniers de l'abstraction lyrique. On le verra tout à l'heure en action. Comme je disais tout à l'heure, le processus est aussi important que l'œuvre elle-même dans l'abstraction lyrique. Donc, on verra tout à l'heure en action Georges Mathieu. On a Pierre Soulages qui est tout à fait rattaché à ce mouvement. J'ai vu aussi l'exposition au Luxembourg, tu l'as peut-être vu? Non. Vous l'avez vu? Donc voilà, où on voit ses œuvres sur papier. Et donc, lui exprime justement ses émotions et par le jeu, la manière dont le noir attire la lumière. Donc lui, c'est plus des effets de matière, mais on a aussi une expression du mouvement d'abstraction lyrique, malgré le fait que ce ne soit pas en couleur. Donc c'est un peu l'exception, mais il fait vraiment partie des... Alors Zhao-Ouki aussi, qui est un de mes petits chouchous, là, donc qui est vraiment... Alors là, on a la fusion de la culture orientale et occidentale, sachant que le geste et l'esprit sont reliés. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt.
et l'importance de l'intention. C'est-à-dire que en calligraphie ou même en peinture chinoise, ou même en général en peinture, pourquoi pas même dans la vie, l'importance de poser une intention avant de créer quelque chose, et qu'on voit vraiment dans la peinture chinoise. Alors là vraiment, on a ce paysage voilà, qui vraiment fait rêver. Enfin, on peut se perdre des heures si vous avez l'occasion, c'est toujours pareil d'aller dans des musées, parce que les photos, c'est des photos, mais c'est vrai que ce sont vraiment des expériences extraordinaires. Alors, Georges Mathieu, lui, c'est une calligraphie, c'est créer un langage, et voilà, il y a des techniques de composition. Alors, donc voilà, Pierre Soulages dont je parlais, donc là, c'est la texture qui permet de révéler les lumières. Or, l'abstraction lyrique, c'est ça aussi, c'est que l'abstrait, c'est aussi le jeu avec la lumière. Un tableau, quand vous le regardez, même un tableau figuratif aussi, mais notamment un tableau abstrait, selon que vous le regardiez le matin, le midi, dans l'après-midi, il n'aura pas le même effet. Les couleurs, vous savez que c'est une représentation des ondes colorées, donc c'est quelque chose qui varie et vraiment qui ont leur propre rayonnance. Donc c'est vrai que voilà, un tableau peut envoyer des couleurs positives et puis aussi voilà, proposer un apaisement là, comme celui qui est plutôt, justement c'est pour contrecarrer qui est apaisement, mais voilà, il y a des couleurs qui apaisent, qui donnent de l'énergie, et ça permet aussi de faire le plein d'énergie. Ça c'est aussi un but de l'art, de faire le lien et Alors, aux États-Unis maintenant. Alors, aux États-Unis, ah oui, j'ai oublié, j'ai oublié, je reviens en arrière parce que je vais vous montrer quand même. Non, c'était sur celui-ci, en Europe. Oui, alors, c'est le mouvement du tachisme, et j'ai oublié de vous montrer. Alors, ça, c'est autre chose, c'est pas. Là, c'est. Là, j'ai fait un petit flashback. Ce tableau, donc, en Europe, il y a eu un mouvement qui était le tachisme, et donc, comme son nom l'indique, c'est justement un moyen avec les tâches voilà, de représenter des émotions, de représenter voilà, en termes d'abstraction lyrique. Et ça, c'est un peintre qui s'appelle Jean Miotte, qui est aussi un des pionniers, enfin de l'abstraction lyrique. Et ça, c'est une œuvre qui, dans notre collection, c'est assez rare qu'on collectionne des œuvres d'artistes morts ou d'artistes voilà, un peu célèbres, parce qu'on aime bien collectionner un peu aussi d'artistes vivants qu'on connaît souvent. Et là, c'est Jean Miotte qui a proposé donc, cette série où il y a donc c'est sur papier. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même une construction malgré le fait qu'on soit dans des tâches. On a l'impression que ce sont des tâches parce qu'on a des formes. Vous voyez la forme noire qui dialogue avec la forme verte et donc qui sont pas très loin l'une de l'autre d'ailleurs et qui donnent une cohérence à l'ensemble. Alors après, c'est un tableau, encore une fois, c'est de l'abstrait, donc c'est un tableau qui nous a touché avec mon époux et qu'on a décidé d'acheter, mais c'est vraiment tout à fait une représentation de l'abstraction lyrique en Europe. Et en France, Jean Miotte était un peintre français, donc, qui a réalisé cette œuvre dans les années 1970. Voilà, alors, ma petite parenthèse faite. Aux États-Unis, alors Jackson Pollock, on vient d'en parler, donc il peignait aussi avec son corps, et puis vraiment en dansant, enfin vraiment il y avait il y a une implication du corps, voilà, je veux dire aussi, qui permet d'avoir ces résultats. J'ai voulu noter une femme, parce qu'après, il y en a deux d'ailleurs. Donc là, oui, on est bien. Lee Krasner, c'était la femme de Jackson Pollock, et donc les femmes sont toujours un peu dans l'ombre des maris, surtout dans les artistes, en qualité d'artiste. Et voilà, on voit un petit peu ça, c'est aussi ce dessin, cette calligraphie. Et c'était une très grande artiste aussi, beaucoup moins connue que son époux, mais une très très grande artiste. Et là, on a Mark Rothko, alors là, qui est vraiment... Mark Rothko, c'est vraiment le peintre, qui a réussi à mêler, je dirais, l'abstraction lyrique et aussi le côté carré, mais justement, on voit que c'est pas juste « Ah, ça c'est géométrique, c'est l'abstraction géométrique », « Ah, ça c'est que vraiment, à travers ces grands rectangles, Mark Rothko, qu'on voit un petit peu ici, que j'ai présenté, mais il faut vraiment les voir, les Rothko, où on a vraiment une lumière qui sort du tableau, et un dialogue entre les différents continents, différentes parties. On a l'impression que ça vibre, que ça bouge, ça avance, ça recule, ce que je disais tout à l'heure.
En bas, il met souvent des plus petites bandes, moins chaudes, parce que le jaune est encore plus chaud que le rouge. Et donc, on ne sait pas si en bas, normalement, c'est ce qu'on voit le plus rapidement, parce que il y a la vitesse, on a l'impression de captation des éléments du tableau qui jouent dans un tableau. On a vraiment l'impression que ça bouge, qu'on ne sait pas lequel passe devant, quelle partie passe devant. Et enfin, Joan Mitchell aussi, ça c'est incontournable, j'allais dire. Il y a une belle exposition, oui. Oui, à Monet Mitchell, il y a eu, oui, il y a quelques années. Non, Ouais. elle est passée. Joan Mitchell? Oui, c'était il y a 2 ans peut-être. Ah oui, il y a 2 ans, je crois. Hein, il y a 2 ans. Après, C'était magnifique. Et là, on voit ces grands panneaux avec son travail. Elle adorait la nature, elle s'inspirait de la nature. Et on voit, elle avait une façon. Elle allait dans la nature, elle ne faisait pas de la peinture sur le motif. Elle revenait chez elle, et ensuite elle créait. C'est extraordinaire. Alors, un peu moins connu, là, c'est pour. Parce que voilà, on ne parle pas que des peintres connus. Mais il est très connu, un Paul Jenkins. Alors, lui, il est né aux États-Unis, et puis il est allé en Europe, et il a donc un peu des influences à la fois d'abstraction lyrique européenne et américaine. Donc voilà, il y a une série qui s'appelle Phenomena, et avec un couteau, et donc on voit qu'il y a des transparences qu'il a pu obtenir. Sur une photo, c'est un peu compliqué. Donc on voit les coulures, on voit tout ce qui fait que la peinture a une vie. Voilà. L'expression lyrique, je pense qu'on pourrait dire, c'est la vie, c'est l'expression de la vie. Alors voilà, justement, l'expression de la vie, on voit les artistes en action. Donc là, Georges Mathieu, là, quand je vous disais qu'il dansait, c'est Georges Mathieu en train de peindre une toile. Donc, on a l'impression qu'il vole. Voilà, et on a Joan Mitchell, dont je parlais, qui était quelqu'un d'assez extraordinaire, un personnage assez très indépendant. À l'époque, c'est une femme qui était affranchie, on aurait dit, enfin vraiment, oui, qui avait son caractère et qui a vraiment voilà, grâce à l'art a été vraiment sa vie, pour le coup, l'art, c'était. Et avec son travail, donc. La Fondation Cartier, la nouvelle Fondation Cartier, il y en a des tableaux de John Mitchell. Ah, je suis pas allée encore. Ah oui, mais ça oui, tu j'irai reconnais tout de suite de voir. voir. Hein. Et c'était une exposition permanente. Non, c'est permanent. Oui. Ah, écoute, parce qu'avant, il n'y avait pas permanent à Cartier. Non, mais maintenant, ils ont des mètres carrés. Oui, bien sûr, mais tu te souviens qu'avant, quand c'était. Ah oui, il y a peut-être des trucs un peu temporaires. Mais enfin, il y a aussi, là, on n'est pas encore pris le temps d'y de toute aller. façon, on peut y aller plusieurs fois. Parce Ah oui, que ça c'est tellement. c'est immense. Merci. Ah oui, on n'est pas allé encore depuis que ça a ouvert. C'est plus si. Bon, voilà. Hop. Et bien maintenant, c'est le temps de conclure. Hein. On va regarder les questions. Donc, voilà, c'est sur l'émotion plutôt que la représentation, hein, ça c'est bien évident. L'émotion, quand on crée même, mais aussi quand on reçoit l'œuvre, enfin voilà, le regardeur, l'émotion, même comme lien entre quelqu'un qui crée, quelqu'un qui reçoit, et aussi le lien parce qu'on peut discuter de, tiens, soit tu vois ça, toi, qu'est-ce que tu en penses, et les couleurs, donc vraiment c'est l'art déjà, c'est un lien, mais là encore plus quand on rentre dans ce côté abstrait, on est moins influencé par le fait que c'est bien représenté, moins bien, et voilà. Donc elles sont souvent, donc il y a des couleurs vibrantes, c'est ça, c'est vibrant, c'est-à-dire que ça peut être plutôt chaude, mais voilà. Donc le mouvement qui a une influence durable, et donc c'est vraiment très important, donc c'est la victoire du geste contre la règle, et c'est la puissance de l'art pour évoquer les sentiments et toucher l'âme humaine. Voilà. On en était à tous ces beaux tableaux figuratifs qui, eux, leur valeur était le fait qu'elles permettaient d'avoir un témoignage du moment, des gens, on faisait faire son portrait, voilà, il y avait aussi il y avait de la technique, il y avait aussi de l'émotion qu'on peut faire transparaître dans le figuratif, hein. Puis il y a encore même, le figuratif a aussi évolué, bon, c'est encore un autre sujet, mais dans vraiment l'abstraction lyrique, c'est le cœur de ce mouvement et de cette expression qui est de toucher l'âme, essayer d'évoquer ses sentiments grâce au geste, grâce à aussi la composition, parce que même si c'est moins formel que dans des œuvres plus classiques, la composition, comme je disais tout à l'heure, elle est un peu dans l'inconscient, et le geste est conscient, et le geste se lie un petit peu à cette connaissance qu'a le peintre de la composition et puis de la technique au sens large. Voilà. Je me remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et maintenant, je vais vous laisser éventuellement par la parole, me dire ce que vous avez pensé de la présentation, ce que vous pensez,
Voilà ce que vous en avez retiré, ce que vous évoque les œuvres dont j'ai parlé assez rapidement. Est-ce que ça vous donne envie peut-être d'aller au musée encore plus, ou de vous mettre à peindre, je ne sais pas, ou... Eh bien, je vous écoute. Si vous voulez. Que quelqu'un se lance. Dans quel état on se met avant de se dire ben, je vais m'y mettre, je vais sortir quelque chose? Alors, c'est une bonne question. Alors, parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse, mais je vous remercie, c'est une bonne question. Alors, ça peut être dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai une journée riche en liens, je vais certainement avoir envie de créer quelque chose. Donc voilà, ça peut être dans ce sens-là. En fait, c'est l'appel de la création. Sinon, ce qu'on peut... Alors, on ne peut pas forcer, hein, on ne peut pas se forcer à créer. C'est comme, quand je vous dis, il faut que ça vienne un peu spontanément. Mais sinon, on peut par exemple méditer. Il y a beaucoup d'artistes qui font ça, qui se mettent qui méditent ou qui lisent un peu avant. On peut méditer de plein de façons, même en allant dans la nature. On médite, c'est aussi une forme de méditation, d'aller se balader dans la nature et revenir chargé de belles images, d'émotions. On peut prendre des photos, on peut regarder ces photos. Il y a plein de façons peut-être de se donner envie de déposer des choses, parce que c'est aussi ça la création, c'est le fait de déposer, et ensuite, et pour soi, hein, parce qu'au départ on peint, j'avais vu une question il n'y a pas longtemps, on peint pour soi, hein, on peint pour exprimer une partie de soi, et comme dans plein d'autres arts non plus, la poésie aussi. Enfin, et là, ensuite, quand c'est déposé, normalement, c'est plus à soi, hein, comme dans la création. Et donc, il faut se mettre dans un état d'esprit où on n'est pas trop attaché non plus à son propre, son propre ego, ou à qui on est, ou on est capable de se dire je peins, et puis après, voilà, c'est une création qui va suivre sa vie. C'est pour ça que les artistes qui créent beaucoup, comme ce qui est mon cas d'ailleurs, ou qui ont beaucoup créé, peut-être un petit peu, c'est vrai que très souvent, le fait que les œuvres aillent chez les collectionneurs, ça peut être dans la famille, ça peut être... Voilà, c'est quelque chose de fort aussi, parce qu'on a créé à un moment donné dans un état d'esprit, et c'est une partie qui part chez les personnes. Donc, voilà. Mais la question était pour stimuler un peu, ou simplement pour se mettre à créer, ou... Il n'y a pas de performance. Alors, pour moi, il n'y a pas de performance. C'est-à-dire que c'est ce que je disais, c'est que c'est plutôt l'art, plutôt l'appel de la créativité qui va me pousser. Hein, on peut pas me mettre, je ne vais pas dire, tiens, dans un métier, je me dis, tiens, moi je vais me mettre là, je vais faire mes invitations, je vais créer, je vais voir ce que je mets dans mes expositions. Ça, c'est du travail, j'allais dire un peu, pas d'ingénieur, un petit peu qui peut être... Exactement, l'organisation, c'est le mot. Mais quand on crée, enfin pour moi, hein, c'est pour ça que moi, il m'est très difficile de créer sur commande. C'est-à-dire que j'ai déjà eu quelques demandes où c'était une couleur, alors ça me va encore. Ça, et encore, j'ai eu quand même du rouge, voilà, du rouge. J'ai eu même des demandes de sculpture sur commande que j'ai honorées. Mais c'est plus difficile pour l'artiste, enfin pour l'artiste que je suis, hein, ça c'est vraiment mon cas personnel, de créer sur commande. C'est pas... Ou qu'on me dise, tiens, j'aimerais bien qu'il me fasse un peu comme celui-là. Je ne vais pas dire tout est unique, de toute façon un instant est unique, le moment qui passe est unique, mais c'est ça que je veux dire, c'est que moi c'est plutôt quand c'est créé, voilà, l'œuvre est unique, oui. Mais raisonne-moi comme ça, tu le pars en une seule fois, parce que tu vas arriver avec ton état d'esprit, Exactement. ton émotion, etc. Oui, exactement. Mais le lendemain, tu n'es plus la même, c'est plus... Oui. Alors, est-ce que tu fais ça d'une traite ou est-ce que tu y reviens plusieurs fois? Eh ben, ça dépend. Ça dépend, et ça dépend du tableau. Par exemple, celui-ci dont j'ai parlé tout à l'heure, je suis revenu plusieurs fois. Quand j'expliquais qu'il y avait plusieurs couches de fond, déjà il faut que ça sèche, et celui-ci a été construit, et donc on peut voir plusieurs, je dirais, un processus mental ou d'un état d'esprit sur plusieurs moments. Il y a plusieurs couches, ça s'appelle un repentir, un joli mot. C'est joli oui et non, parce qu'on a l'impression qu'on n'aimait pas le début, et qu'on voilà, mais voilà, et qu'on veut...
Mais oui, il y a plusieurs couches parfois. Celui-ci, non. Celui-ci, non. Et celui-ci, malgré le fait qu'il soit très riche, je l'ai fait, je dirais, enfin, j'ai mis du temps mais dans les journées, mais je l'ai fait, il était en une seule fois celui-là. Ouais, voilà, Mais c'est vrai, voilà, mais voilà, ça dépend vraiment. Il y a des choses qu'on a envie de recouvrir aussi, qui correspondent. Parce que le fond, quand on a un repentir, c'est parce qu'on pense que ça apporte quelque chose. Dans ce sens-là, on ne peut pas repentir. C'est-à-dire que le fait de remettre une couche en laissant la transparence, ça indique quelque chose de nouveau. Comme Rothko. Oui, à Rothko, oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les couches, là, c'est vraiment... Si je vous conseille de voir un tableau dans un musée, c'est un Rothko, dans votre vie au moins, parce que vraiment, c'est... On voit à travers. C'est incroyable, la lumière, on a l'impression que la lumière vient du tableau. Et on voit, c'est des couches, ce sont des couches, et des couches, et des couches, et des couches. Et pourtant, ça fait partie de l'abstraction lyrique. Comme quoi, le côté... c'est un peu ambigu de dire le côté... un peu spontané. Oui. Chaque couche est spontanée, voilà. C'est-à-dire que, voilà, chaque couche est spontanée, mais l'ensemble, à la fin, c'est quelque chose une expérience vraiment à vivre. De toute façon, voir un tableau. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Est-ce qu'on pense à des couleurs particulières quand on est dans un esprit prêt à... Oui, ça m'arrive, ça m'arrive d'avoir dire tiens, j'ai vu cette couleur, elle me plaît bien, là, je ferais bien quelque chose. Et après la palette, il y a des moments pour les palettes aussi. Il y a des moments. En fait, la palette est arrivée parce qu'on achète aussi comme peinture. Donc il y a des moments où on a tout, puis il y a des moments où on restreint sa palette. En fait, ça a l'air d'être une contrainte, mais en fait, de la contrainte et de la liberté, parce que quand on a une Comme palette les Picasso. plus réduite, oui. Oui, quand j'ai pas de bleu, merci pour. Il dit quand je n'ai pas de bleu, je prends du rouge. J'ai dit à l'envers, on passe cette fois-ci. Voilà, quand je n'ai pas de bleu, merci. Je prends du rouge. Donc là, après, en général, je sors mes peintures, et puis voilà, je vois ce qui m'inspire. Je fais souvent des mélanges, ça peut être au tube. Hein, vous savez, il y a quand on peint, ça peut être soit ça sort du tube, soit on mélange, donc pour avoir des techniques un petit peu qu'on connaît, on peut mélanger une couleur pour la rendre plus vibrante, par exemple, dans une couleur dont on veut baisser un peu l'intensité. On peut être du blanc, c'est ce qu'on connaît tous, mais on peut aussi mélanger un petit peu de la couleur et puis de la couleur complémentaire si jamais vous voulez peindre. Par exemple, quand on a un rouge un peu banal, donc la couleur complémentaire, c'est la couleur qu'on crée avec les deux autres couleurs primaires, donc qui sont le bleu et le jaune. Donc si on met une pointe de vert dans un rouge, eh bien, ça va lui permettre de vibrer un peu différemment. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on fait quand on veut donner encore plus de vie. Vibrer, vie, c'est vraiment les mots importants de l'abstraction lyrique. Donc oui, on peut avoir envie de couleurs différentes. En fait, moi je suis plutôt des tons chauds, des ocres. Là j'avais envie de couleurs plus froides, donc là on voit le bleu là est un peu froid, il est rehaussé. Quand c'est froid, on voit mieux le chaud. Voilà, c'est le contraire. Oui, effectivement, on a une liberté quand on peint. C'est pour ça que c'est une liberté et puis c'est vraiment pour moi c'est un lien aussi. Voilà, la création, le fait d'exposer, tout le monde n'a pas envie d'exposer non plus son travail, parce qu'exposer c'est s'exposer aussi. Tout ça pour moi c'est un lien et que les gens prennent le temps de venir, comme vous l'avez fait, je vous en remercie beaucoup, de vous intéresser et de voir un peu comment ce mouvement est encore très présent et comment il influence la peinture. Vous avez une question par Oui. rapport entre acrylique, peinture à l'huile, gouache, Oui. etc. Qu'est-ce que toi tu préfères pour... Dans mes tableaux? oui, par rapport à la création, justement. Oui, alors j'aime beaucoup, alors l'huile, j'aime beaucoup. Alors il y a trois choses en fait que j'utilise. L'huile classique qui permet, donc comme dans ce tableau et celui-là, qui a vraiment au toucher vraiment très agréable, et on peut reprendre ensuite, ça sèche assez lentement, donc ça permet de revenir si on veut.
Le petit souci, c'est que ça, c'est à l'essence de térébenthine, et donc c'est pas très écolo, puis c'est pas très agréable comme odeur. Voilà. L'autre façon, c'est l'acrylique, qui elle sèche plus vite, alors il y a moins de... Mais il y a moins d'épaisseur, mais on peut obtenir de l'épaisseur avec l'acrylique. Qu'est-ce que j'ai comme acrylique qui donne cet exemple? Bref, ici, par exemple, on voit un peu plus d'épaisseur. Bon, ça, c'est l'huile. Ici, là, c'est un peu plus. Et troisième solution que je préfère, que je conseille même d'ailleurs, c'est de la peinture à l'huile qui se rince à l'eau. C'est-à-dire que tu as un peu le toucher de l'huile, ça sèche un peu plus vite que l'huile normale, un peu moins vite que l'acrylique, et ensuite tu rinces à l'eau. Et par exemple, c'est ce que j'ai utilisé comme peinture pour celui-ci, pour celui-là aussi. Celui-ci, c'est de l'acrylique, par exemple. Donc on obtient dans ce cas-là le mouvement et la profondeur autrement. Donc chaque technique permet d'obtenir des effets différents. L'acrylique, l'intérêt avec l'eau, c'est qu'on peut obtenir des effets de coulure facilement. Là c'est de l'huile. J'ai dit est-ce que c'est de l'huile? Oui, là c'est de l'huile qui se rince à l'eau. Là, j'ai dit acrylique, je me suis trompé tout à l'heure. Donc là, on obtient vraiment des effets de dilution qui sont intéressants. Celui-là derrière là-bas, c'est celui-ci, c'est de l'acrylique en revanche. Donc toi, tu aimes bien faire quoi, toi, Catherine? Quel est ton médium? Moi, je suis débutante, alors je me lance dans la peinture à l'huile. Oui. Non, mais c'est un charme merveilleux de pouvoir... on peut revenir, ça sèche tellement lentement. Il faut attendre une semaine, donc on a le temps. Ça apprend la patience, c'est ça? Ça apprend la patience. Donc c'est vrai que l'huile, c'est vraiment... ça reste vraiment... Oui. Oui, t'as vraiment... Mais moi, j'ai pas de peinture à l'huile qui se rince à l'eau. Mais tu pourrais essayer? Oui, je Hein? connais pas même pas. Une marque s'appelle Artisan, je crois. Ouais. Il y en a une autre qui... dans tous les bons fournisseurs, tu verras ça. Et c'est hyper pratique donc, pour les pinceaux. Et tu as quand même une bonne viscosité, j'allais dire. Voilà, c'est pas chercher tout ça. Donc c'est... Et la gouache, j'utilise pas beaucoup. C'est bien avec les enfants, la gouache, quand je fais des ateliers. Parce que la gouache, ça se... c'est un peu plus opaque. Alors après, non, ça c'est c'est un peu plus opaque, donc on a moins de transparence. Mais c'est aussi intéressant parce que ça se rince à l'eau, alors les mains, voilà, pour le coup, c'est voilà, les habits et tout. Et l'encre, aussi l'encre que j'utilise, bon ça c'est encore autre chose, Oui, ça, avec le lâcher prise complet, de procurer l'encre, et c'est vraiment, l'encre c'est tout à fait à part. Mais c'est vraiment très agréable et j'aime bien mêler tout, un petit peu, parce que mon premier professeur enseigne les techniques mixtes, donc elle m'a appris aussi à un peu mélanger un peu tout ça. Donc, voilà. Un peu à l'origine aussi. Oui, je vais la citer. Bernadette Lopiqui, en fait, elle donne des cours à Cormeilles depuis des années à des enfants, des adultes. Et quand je suis arrivé à Cormeilles il y a 20 ans, plus de 20 ans, où je n'avais pas pris de pinceau, j'avais du modelage, mais pas. Et elle m'a dit venez voir un peu, et je ne sais pas dessiner, bien sûr. Et puis voilà, donc après, c'est des rencontres comme ça. Je suis mon chemin. Bravo. Merci. Je suis contente que Merci. ça vous ait plu. Merci beaucoup pour votre attention. Vos questions aussi.